Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Je me rendrai naturellement à Moscou. Que peut l'Afrique dans la résolution de la crise en Ukraine? Le continent entend donner sa position. Le président en exercice de l'Union africaine annonce des visites en Ukraine et en Russie. En attendant, les effets de cette guerre continuent de frapper durement les pays africains. Illustration de ces effets collatéraux de la guerre en Ukraine, le Gabon, où les prix des produits importés s'envolent sur les marchés, faisant craindre des pénuries. Faire contrepoids à l'influence économique, militaire et technologique croissante de la Chine en Asie-Pacifique, c'est l'un des objectifs affichés par le président Joe Biden qui effectue en ce moment sa première visite en Asie. Le président américain qui a assuré au Japon que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise. En sport, nous parlerons de la Basketball Africa League dont les playoffs ont débuté à la Kigali Arena au Rwanda. Les demi-finalistes de cette deuxième édition sont connus. Le président sénégalais Macky Sall a indiqué dimanche qu'il se rendrait prochainement en Russie et en Ukraine au nom de l'Union africaine dont il assume actuellement la présidence. Lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz, Macky Sall a laissé entendre qu'il avait reçu mandat de l'Union africaine pour effectuer ce voyage. La Russie avait adressé une invitation en ce sens, a-t-il dit. Suivons le président Macky Sall. Nous avions d'ailleurs reçu l'invitation de Moscou pour nous y rendre le 18 dernier. Pour des raisons de calendrier, cela n'a pas été fait. J'ai proposé de nouvelles dates. Dès que c'est donc fixé, je me rendrai naturellement à Moscou, mais aussi à Kiev. Et nous avons aussi accepté de réunir l'ensemble des chefs d'État qui le souhaitent avec de l'Union africaine, avec le président Zelensky qui avait exprimé le besoin de communiquer avec les chefs d'État africains. Cela aussi sera fait dans les semaines à venir. Et en rapport avec cette guerre, nous entamons ce soir notre série sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent africain. Premier arrêt, la Guinée. Le pays entretient des relations diverses avec la Russie, notamment dans le domaine des mines. Les entreprises russes implantées en Guinée emploient directement pas moins de 5000 personnes. Alors, comment la guerre en Ukraine affecte-t-elle l'économie guinéenne? Réponse avec Mohamed Kamara. Il est économiste et consultant pour Moncam Consulting. La Russie coopère avec la Guinée dans le domaine des mines, dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la défense principalement. Donc, pour les mines, par exemple, 4 grandes sociétés russes opèrent en Guinée. Ces 4 grandes sociétés emploient 5000 Guinéens directement et 10 000 autres de façon indirecte avec la sous-traitance. Donc, et ces sociétés-là ont une contribution au budget de l'État qui va au-delà de 100 milliards. Donc la sanction contre les groupes de ces filiales-là va impacter le développement de leurs projets en Guinée et ainsi menacer aussi les emplois de ces Guinéens-là. Et corollairement, la contribution de ces sociétés au budget de l'État s'en trouve menacée. Dans le domaine de la santé également, la Russie a fourni des vaccins à la Guinée, formé des médecins guinéens, offert des laboratoires d'analyse à la Guinée. L'isolement qu'elle subit actuellement aujourd'hui va aussi affecter la bataille engagée par le gouvernement guinéen dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. De façon générale, nous pouvons dire qu'il y a des impacts directs. Les impacts directs, c'est la menace de trouver l'État se priver de la contribution en termes de taxes, impôts
de ces sociétés-là, puisqu'une fois fermées ou alors n'ayant pas de débouchés, les sociétés sont obligées de déposer bilan, donc ne contribueront plus au budget de l'État. Et de façon indirecte, le renchérissement des prix des matières premières à l'international expose des économies comme les nôtres qui sont des économies extraverties. Nous consommons tout ce qui vient de l'extérieur. Donc l'augmentation du prix du pétrole va augmenter le gasoil et l'essence au plan local. L'augmentation du prix du blé à l'international va occasionner aussi l'augmentation du prix de la niche de pain en Guinée. Donc voilà des conséquences qui peuvent résulter de cette guerre en Ukraine. Le gouvernement guinéen a pris pour les miniers, d'abord convoqué la société Rusal pour discuter afin de voir quel serait l'impact de la guerre directement sur la société et la menace de voir les Guinéens au chômage. Deuxième chose, le gouvernement a réuni la Chambre de commerce, d'artisanat et d'industrie pour voir limiter, plafonner les prix des denrées de première nécessité. Donc le riz, le sucre, l'huile, la farine, les prix ont été plafonnés pour éviter des spéculations sur ces produits-là. Et le gouvernement, jusqu'à présent aussi, s'est refusé d'augmenter le prix du litre à la pompe, malgré la variation du prix du baril de pétrole à l'international. Au regard des 2 premiers mois de cette guerre et son impact sur l'économie, nous disons que si la guerre venait à perdurer, les conséquences seraient néfastes pour le monde où l'inflation revient et particulièrement pour les pays pauvres comme nous. La Guinée est une économie très ouverte qui consomme beaucoup de matières premières étrangères, donc beaucoup de produits manufacturés aussi. L'augmentation du prix du coût fret assurance de ces produits-là au port de Conakry va occasionner une inflation généralisée dans le pays, donc ce qui peut conduire à des mouvements sociaux que nous ne souhaitons pas. Donc nous appelons de tous nos voeux toute la communauté internationale à œuvrer pour que la paix revienne en Ukraine. À peine remise des difficultés qui ont suivi la pandémie du Covid-19, l'économie gabonaise doit à nouveau faire face aux effets collatéraux de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les prix des produits importés tels que la farine, l'huile ou encore le sucre s'envolent sur les marchés et la crainte de pénurie alimentaire est déjà redoutée dans les grands centres urbains. En cause, le pays dépend à plus de 60% des importations. Le Cameroun et le Congo exportent vers Libreville manioc, bananes, tomates et piments, les produits locaux les plus prisés. Dans un contexte de crise internationale qui limite les exportations des pays producteurs, le retour à la terre sur le long terme trouve tout son sens. C'est un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé. Est réuni en comité restreint pour examiner des propositions à soumettre aux autorités face à la flambée des prix qui secoue le marché gabonais. D'autant plus que la situation devient insoutenable d'une surface à une autre à Libreville. Bon, par exemple, le beurre, ça là, ça coûtait 9 500, 10 000. Maintenant, moi-même aujourd'hui, j'ai payé ça à 15 500. Il y a beaucoup de choses maintenant, nous, on supporte seulement, mais c'est difficile. Difficile parce que la rareté de certaines denrées a entraîné leur hausse sur le marché, plus de 50%, voire plus de 100% pour les huiles ou la farine. Pour les opérateurs économiques, l'État peut agir sur la courbe de l'inflation. Faire face à une difficulté comme celle-là, l'État, qui dispose de leviers, notamment la fiscalité, peut intervenir sur le plan de la fiscalité, doit regarder les charges supportées par les opérateurs économiques sur le plan de la fiscalité. Pays trop dépendant de l'extérieur sur le plan alimentaire, le Gabon importe pour près de 1,5 milliard de dollars de produits de première nécessité, soit une note colossale de 824 milliards de francs CFA par an.
Presque inconcevable pour le président de l'ONG SOS Consommateurs en visite d'inspection des prix dans l'un des plus grands marchés de Libreville. Même si au Gabon on a un niveau de salaire intéressant, lorsque une bonne partie de ce salaire va à l'alimentation seulement, vous voyez bien que beaucoup de gens ressentent ça comme une injustice et ont tendance à revendiquer des revalorisations ou des augmentations. Malheureusement, nous sommes également dans un contexte de contraintes budgétaires et ça, l'État ne peut pas accorder les augmentations à l'infini non plus. Le faible poids de l'agriculture est devenu encore plus inquiétant au Gabon depuis le début de la crise en Ukraine. Le gouvernement, appuyé par des partenaires au développement, accompagne les promoteurs agricoles dans le montage des projets. Sur le terrain, quelques actions sont visibles à l'image du projet de formation des jeunes agripreneurs que conduit Brice Walter. Le pétrole est en voie de disparition. Nous sommes en train d'emboîter le retour à la terre. Donc ce retour à la terre passe par un changement de mentalité, par des formations adéquates pour pouvoir devenir des potentiels entrepreneurs. Convaincre ces Gabonais urbanisés de retourner à la terre n'est pas chose simple, reconnaît Brice. Pire, la part de ressources de l'État consacrée à l'agriculture ne représente que 1% du budget. Ismaël Obionzé pour VO Afrique, Libreville. Toujours en rapport avec la guerre en Ukraine, davantage d'armes et encore des sanctions. 3 mois après l'invasion de son pays par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé lundi à Davos une aide internationale plus rapide. Les sanctions devraient être maximum pour que la Russie et tout autre agresseur potentiel qui veut conduire une guerre brutale contre son voisin connaissent clairement les conséquences immédiates de ces actions, a-t-il affirmé lors d'une intervention en visioconférence pour la journée d'ouverture de la réunion annuelle du Forum économique mondial. Volodymyr Zelensky a aussi réclamé davantage d'armes pour son pays, regrettant que le soutien de la communauté internationale n'ait pas toujours été assez rapide. En Somalie, Hassan Sheikh Mohamud a officiellement pris ses fonctions ce lundi, devenant ainsi le nouveau président du pays après une cérémonie de passation de pouvoir avec le président sortant Mohamed Abdullahi alias Farmajo. Aujourd'hui est un jour historique dont nous devrions toujours nous souvenir. Le président sortant m'a remis le poste de manière pacifique, a déclaré le nouveau président lors d'une conférence de presse à l'intérieur du palais présidentiel Villa Somalia à Mogadiscio. Comme l'a dit le président, je demande à tous les Somaliens, où qu'ils soient, de me soutenir. Je vous demande également votre entière confiance, a ajouté Hassan Sheikh Mohamud. Le président Joe Biden a adopté une position ferme envers la Chine alors qu'il poursuivait lundi sa tournée dans 2 pays d'Asie du Nord-Est. Cette position fait partie des efforts pour démontrer que les États-Unis sont engagés à la fois économiquement et militairement dans la région. C'est un reportage de Bill Gallo à Séoul, en Corée du Sud, un récit de Lionel Gaïma. Aux côtés du chef de gouvernement japonais à Tokyo, Joe Biden a répondu franchement lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'évasion chinoise. Oui. Le ferez-vous? C'est un engagement que nous avons pris. C'est la dernière prise de position de Biden qui met fin à l'ambiguïté stratégique que les États-Unis ont depuis longtemps adoptée sur la question. La Chine considère Taïwan comme une province séparatiste et s'engage à la reprendre par la force si nécessaire. Son ministère des Affaires étrangères a condamné les commentaires de Biden. Personne ne devrait sous-estimer la ferme détermination, la volonté inébranlable et la force capacité du peuple chinois à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ne vous opposez pas à 1,4 milliard de Chinois. La Chine a été au centre de l'arrêt de Biden à Tokyo et sur plus que de simples questions militaires. Lundi, Biden a dévoilé les débuts d'une initiative destinée à démontrer l'engagement économique américain en Asie. Jusqu'à présent, 12 pays asiatiques ont accepté de se joindre aux pourparlers, un chiffre impressionnant selon Derek Grossman de la Rand Corporation. Je pense que l'administration a fait un très bon travail, pour être honnête, pour obtenir un large éventail de pays différents avec des systèmes économiques différents, des systèmes politiques différents à bord pour l'IPF.
Mais les critiques considèrent qu'il n'y a pas encore assez de substance dans l'accord cadre et soulignent qu'il n'est pas contraignant. De l'autre côté du registre, les Chinois codifient certainement ces arrangements et cela, je pense, est problématique lorsque les États-Unis ne le font pas. Si nous sommes dans, je cite, une concurrence extrême avec la Chine, ce qu'ils font n'est pas ce que nous faisons et il semble qu'ils s'en sortent mieux. Avant son départ mardi, Joe Biden participera à une réunion du Quad, un groupement régional stratégique composé de l'Australie, de l'Inde, du Japon et des États-Unis, qui est considéré en partie comme une tentative de contenir la Chine. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Nous parlerons de la Basketball Africa League. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie de votre journal. Nous émettons en direct de Washington, D.C. L'activité potière, qui a longtemps été le symbole du patrimoine artisanal de la Libye, a subi une chute vertigineuse au cours de ces dernières années. Pour tenter de sauver cet héritage culturel, les artisans misent désormais sur la vente en ligne. Claire Morin-Gibourg. Mouayad Al-Shabani, jeune diplômé universitaire de physique et entrepreneur de 35 ans, a saisi l'opportunité de la vente en ligne car selon lui, la technique de fabrication de la poterie libyenne possède un énorme avantage concurrentiel. Le produit local ne possédait pas d'avantage concurrentiel face aux produits importés venant de l'extérieur, des pays ayant une longue tradition de l'artisanat, de la terre cuite, comme la Turquie, la Chine ou l'Italie, sauf au niveau de la technique de fabrication de la poterie chez les Libyens. Ce trésor natal, très cher au cœur des Libyens, symbolise l'identité et le lien à leur terre. En bon entrepreneur, Mouayad a répondu à cet amour et expédie des objets aux personnes de la communauté et à travers le monde. Les commandes se font directement sur des pages Facebook et Instagram dédiées, animées par une dizaine de personnes, de la vente à l'emballage jusqu'à l'expédition. Des machines d'emballage acquises par le jeune entrepreneur permettent de s'assurer que les produits arrivent sans une égratignure chez leur destinataire. Nous avons essayé de faciliter le transport des poteries vers les Libyens vivant à l'étranger, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis et au Canada dans un premier temps. Et c'était un grand succès. Puis nous avons commencé à viser les problèmes liés au transport, l'emballage par exemple. On n'a pas de matériaux d'emballage de bonne qualité. Donc, dans le cadre du projet, nous avons investi dans des machines d'emballage. Ali Al-Zarkani, propriétaire d'un atelier voisin, aimerait lui aussi franchir le pas de la vente en ligne, mais il n'est pas encore outillé pour s'y lancer. Zarkani se rend chaque jour dans son atelier niché à l'arrière des stands pour modeler et décorer ses pièces. Les mains plongées dans la terre, cernées par des murs de briques, cet homme de 47 ans répète les mêmes gestes depuis 25 ans, perpétuant un savoir-faire transmis par son père. Il y a un manque de matières premières, on doit les importer, mais ça coûte cher, en plus d'une pénurie de la main-d'œuvre, faute d'écoles d'artisanat. Il n'y a pas de nouvelle génération, donc on doit s'appuyer sur les anciens qui, avec l'âge, commencent à arrêter. De plus, il y a la main-d'œuvre étrangère.
D'autre part, la demande n'est pas stable. La fabrication d'objets à partir de la terre, de sa coloration et de son passage au feu date de plusieurs milliers d'années avant notre ère. Comme beaucoup d'artisans libyens qui souhaitent sauvegarder leur artisanat, Mouayad et Zarkani espèrent voir la nouvelle génération prendre le relais. Un générique qui ne trompe pas en sport. Nous parlons donc de la Basketball Africa League et nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Les demi-finalistes de cette deuxième édition sont connus. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, les playoffs ont débuté ce week-end à la Kigali Arena au Rwanda. En quart de finale dimanche, les Tunisiens de l'US Monastir ont dominé les Sud-Africains de Cape Town Tigers 106-67. Le Zamalek d'Égypte, lui, a défait les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club 66-49. Dans les deux premiers quarts de finale disputés samedi, les Angolais de Petro de Luanda ont battu les Marocains de l'AS Salé 102-89 et FAP du Cameroun a pris le dessus sur Rwanda Energy Group devant son public 66-63. Retour sur les temps forts de ces quarts de finale. Le Maroc était encore dans le coup lors du deuxième quart-temps. L'Achrichi trouve El Marchbahi qui sert Dramé pour un joli dunk, égalisation marocaine 23 partout. Mais à 5 minutes de la fin de la mi-temps, Gonçalves de Petro plante 3 points portant l'avance des Angolais à 10. Mené de 26 points, Fontoglin trouve Aruna qui réussit son shoot à 3 points à moins de 9 minutes de la fin du match. L'AS Salé coule ensuite. L'Achrichi perd le ballon au profit de Moraes de Petro qui creuse l'avance de son équipe. 17 points de plus avec moins de 3 minutes à jouer. Petro l'emporte avec un score final de 102-89. Dans le second quart de finale de samedi, FAP du Cameroun a pris le dessus sur l'équipe haute du Rwanda Reg, battue sur le fil avec seulement 3 points de différence. Mené de 4 points au troisième quart-temps, le Rwandais Tyler tente une passe mais perd le ballon face au Camerounais Morman qui trouve Baez pour un beau dunk. Cette fois, Morman tente lui-même et inscrit ce panier à 3 unités, poussant l'avance de FAP à 11. Mais Reg parvient à réduire cette avance au quatrième quart-temps à seulement 4 points lorsque Nchobozoa trouve Chiaka, 3 points assurés. Les supporters rwandais se déchaînent. Moins de 10 secondes pour revenir au score côté rwandais. Thomas Junior reçoit cette passe de Ndijiye, mais manque sa cible. Les Camerounais l'emportent 66-63. À moins de 3 minutes de la mi-temps et en tête avec 7 points de plus, Layani de Monastir conclut par un dunk ce jeu à 3 avec Diabaté et Gayaza. La Tunisie continue de mener au troisième quart-temps lorsque Coles trouve Layani qui passe le ballon à Dixon, un shoot à 3 points bien maîtrisé. À 5 minutes de la fin du match, Cape Town continue de balbutier, mené par 21 unités. Ganapamo sert Kabongo, mais ce dernier perd le ballon et le Tunisien Slimane dunk à l'autre bout du terrain. À quelques secondes de la fin, Jaziri de Monastir tue tout espoir sud-africain avec ce shoot à 3 points qui scelle la victoire des Tunisiens avec 40 points d'écart. Autre domination sans bavure, toujours dimanche, le Zamalek d'Égypte a défait Slack de la Guinée avec 17 points de plus. À l'approche de la mi-temps, Strawberry Junior de Zamalek chipe la balle et porte l'avance de son équipe à 15. Le Guinéen Miller Junior inscrit 2 points pour réduire l'avance du Zamalek à 10. Mais le club égyptien continue de dominer dans le quatrième quart-temps. Souza trouve Mahmoud pour un dunk à une main. Plus que 4 minutes à jouer dans ce match et Strawberry Junior met en orbite Kedjo qui frappe. Le Zamalek s'impose 66-49. Les demi-finales se disputeront ce mercredi 25 mai donc. Les Camerounais de FAP qui ont déjà mieux fait que la saison dernière défieront les redoutables Angolais de Petro de Luanda. Et puis à ne pas manquer bien sûr le choc entre les deux géants maghrébins, l'US Monastir de la Tunisie et le Zamalek d'Égypte. C'est un remake de la finale de l'année dernière, rappelez-vous.
Les Égyptiens, champions en titre, voudront confirmer leur domination sur les Tunisiens, assoiffés de revanche. Je le disais, le coup d'envoi de ces playoffs a été donné samedi dans la capitale rwandaise avec une très belle cérémonie d'ouverture devant une Kigali Arena bondée de supporters et de dirigeants, dont le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, et le président rwandais Paul Kagame. Nos envoyés spéciaux à Kigali, Sonny Nyang et Eddie Rwema ont saisi des images captivantes. C'est sans commentaire. Suivez. Voilà, c'est tout pour cette page spéciale consacrée à la Basketball Africa League. On se retrouve jeudi pour faire le point de ces demi-finales. Au revoir. Au revoir Yacouba, et donc à la prochaine. Du sport à la musique, il n'y a qu'un pas que nous franchissons avec ces dernières images. Un peu de musique donc avant de nous quitter. Pour cela, nous mettons le cap sur le Japon où les tambours traditionnels font vibrer les âmes. Dans une salle boisée de l'île de Sado, Yoshikazu Fujimoto, 71 ans, frappe l'imposant tambour placé devant lui, ce qui produit un son si puissant qu'il fait vibrer le plancher. Fujimoto est un joueur chevronné de taiko japonais, une forme musicale qui trouve ses racines dans les rituels religieux, le théâtre traditionnel et les fêtes folkloriques saisonnières du Japon. Taiko signifie simplement tambour en japonais. Cependant, malgré son ancienneté, le taiko en tant que spectacle est une invention relativement moderne mise au point dans les années 1950 par le batteur de jazz Taihashi Okushi et popularisé par l'une des troupes les plus célèbres du Japon, le collectif Kodo de l'île de Sado. Fujimoto est le plus âgé des 37 membres de cette troupe qui recrute dans le cadre d'un programme de formation rigoureux. Elle a été fondée notamment pour attirer des visiteurs à Sado au large de la côte ouest du Japon et effectuer des tournées nationales et internationales. Espérons qu'ils seront un jour de passage près de chez vous ou même chez vous, pourquoi pas. Le Monde aujourd'hui, et c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.